9-1 Ville-Québec. Oui, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. C'est vous le tireur? Oui. Vous êtes à quel endroit, là? Ben, j'aimerais ça me rendre, justement, là. Vous êtes à quel endroit? Je suis sur la 40. Oui. Vous êtes pas loin de Seigneurial? Je suis en direction de l'île d'Orléans. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Alexandre Alexandre qui? Bissonnette. Vous avez quel âge? J'ai 26, 27. OK, Alexandre, là, on va faire ça ensemble. Là, reste avec moi, OK? Dis-moi, c'est quoi ton véhicule? On va venir te voir. C'est un Mitsubishi. Non. Quelle couleur, Mitsubishi? Il est gris, OK. Je me suis arrêté dans l'accotement. Mitsubishi, et c'est un Lancer? C'est un RVR. Bon. Je suis juste avant le pont, puis je me suis arrêté, puis je bouge plus. Vous êtes juste avant le pont? Ah, je pense que je vais me tirer une balle. Pardon? Je pense que je vais me tirer une balle ici. Non, faites pas ça. Alexandre, on a pris entente, tu te tires pas une balle. Les policiers vont me tirer de toute façon. Ils te tireront pas. Les policiers, je te dis, ils te tireront pas. Ça va bien aller. Tu restes avec moi, c'est clair? OK. Les policiers s'en viennent, là. Ils partaient de la mosquée, ils s'en viennent te voir. Bon, ben, j'ai arrêté l'auto, puis j'ai mis mes 4 flashers, puis je suis ici. C'est ces 4 flasheurs? Oui. She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead. Dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Bienvenue dans un autre épisode de Suspect X, podcast qui est dédié au phénomène de true crime et des histoires criminelles d'ici et d'ailleurs. Et c'est autour ce soir d'une histoire en sol québécois et même de la ville de Québec. Les souvenirs de la soirée du 29 janvier 2017, plusieurs de la région de Québec, vous êtes à Choix 98.1 Radio X, il y a eu plusieurs émissions spéciales qui ont été faites à la radio. J'ai un souvenir précis de où j'étais quand j'ai entendu parler pour la première fois de cette histoire-là et de notre suspect X de la soirée, Alexandre Bissonnette. Christian, bonsoir. Bonsoir Camille. J'étais dans un Normandin, celui qui est sur Bouvier, au coin de Pierre-Bertrand, et j'ai vu pour la première fois dans les notifications et sur Facebook qu'il y avait une opération policière à Québec parce qu'il y avait une tuerie dans une mosquée sur le chemin Sainte-Foy. C'est le souvenir précis que j'ai. J'ai arpenté les rues parce que j'étais avec une gang d'amis à ce moment-là pour aller en reporter une chez elle dans le secteur de Sillery et j'écoutais les émissions spéciales à la radio. C'est comme ça que j'ai été marquée, je dirais, pour la première fois dans ma vie d'un événement là, de haute importance. Il y a eu la tuerie du Sable par la suite, mais dans le Vieux-Québec avec Carl Giroir. Mais Alexandre Bissonnette, c'est le premier où je peux te dire j'étais où, je faisais quoi et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Et je sais que je suis pas la seule, surtout à Québec. Oui, absolument. Écoute, puis tu as eu aussi un autre lien, là, on peut le dire en ondes maintenant, là, dans mon livre, mon encyclopédie sur le crime, qui est intitulé Ennemi public numéro 1, oui. qui a été publié l'an dernier, qui est une encyclopédie du crime. Il y a un volet qui est consacré à Alexandre Bissonnette et il y a une photographie qui a été prise du mémorial de la mosquée, dont tu es l'autrice de la photo. Oui, je suis une source. Oui, donc ce sera la seule fois, je pense. Donc, les gens qui consulteront l'encyclopédie, lorsqu'ils verront cette fameuse photo du mémorial de la mosquée qui est située sur le chemin Sainte-Foy, là, donc c'est la photo que tu as prise, que j'ai utilisée. Cela étant, tu l'as bien mentionné, hein, c'est un événement qui a marqué l'imaginaire au Québec. Contrairement aux Américains, on n'est pas habitué à ce genre d'événement-là, alors qu'aux États-Unis, des fusillades dans des lieux publics, que ce soit des supermarchés, ou principalement aussi des écoles. Hein. Je pense que les gens sont toujours horrifiés par l'événement, mais on est moins surpris aux États-Unis parce que, bon, il y a une libre circulation des armes et une fusillade, on n'attend pas l'autre, et malgré toutes les demandes des associations pour le contrôle des armes, un meilleur contrôle des armes,
il faut quand même le dire, le port d'armes, l'utilisation des armes, le droit d'avoir une arme est enchâssé dans la Constitution américaine. Ouais. Donc, à chaque fois qu'une autorité gouvernementale, quelle qu'elle soit, du président ou en déclinaison tous les autres ministères, dès que quelqu'un évoque la possibilité de mettre en fait un peu plus de muscles sur les lois visant le fait de pouvoir avoir une arme, se procurer une arme, porter une arme, ça devient excessivement difficile parce que ça devient fondamentalement une remise en question des droits fondamentaux qui sont enchâssés dans la Constitution américaine. Alors qu'au Québec et au Canada, c'est vrai qu'après la tuerie de Polytechnique, le gouvernement fédéral a lancé son fameux registre des armes à feu, avec plus ou moins de succès et surtout avec des coûts un peu astronomiques à un moment donné. Et encore des critiques aujourd'hui. Oui, absolument. C'est très controversé parce qu'en même temps aussi, il faut quand même se dire que les gens qui commettent des crimes, bien souvent, les crimes sont commis par des armes qui ne sont pas des armes avec des registres officiels. Donc, à partir de là, même... comme il n'y a pas de circulation vraiment d'armes de poing, mis à part quelques personnes qui ont des armes de poing qui vont dans des champs de tir pour faire du tir encadré, la plupart des gens qui ont des armes à feu au Canada, ce sont souvent des armes de chasse. Donc, c'est pas la même chose comme d'avoir une M15 ou une AK-47 chez soi, là. On n'est pas dans le même niveau. Donc, je comprends que les chasseurs se sont sentis particulièrement visés par ce registre des armes. Ils s'interrogeaient pourquoi une arme à feu que j'utilise pour aller à la chasse au gros gibier, soudainement, devient comme je dois faire l'objet d'une espèce de suivi, alors que c'est pas vraiment ces armes-là que l'on retrouve généralement dans des crimes où il y a des armes à feu. On le voit de plus en plus malheureusement à Québec, mais à Montréal, c'est presque devenu au quotidien, là, des coups de feu qui sont tirés dans certains quartiers de Montréal dus à des gangs de rue. Très souvent, quand on met le grappin sur ces délinquants, souvent on constate que ce sont des armes qui ont été achetées aux États-Unis ou qui ont transité par la frontière de manière illégale. Donc le registre des armes à feu devient un peu inutile. Puis je dis pas qu'il est inutile, on comprend bien, là. Je dis pas que c'est inutile, mais bien souvent, dans le milieu criminel, les armes proviennent d'autres sources que les armes que l'on est allé acheter à l'armurerie pour éventuellement aller à la chasse aux chevreuils, là. Donc, et il y a aussi les coûts astronomiques, hein. Ça, c'est assez amusant, que ce soit pour le registre des armes à feu ou que ça clique ou d'autres trucs comme ça. C'est incroyable de voir comment au Canada et au Québec, on est des champions pour toujours dépasser les coûts. Je me demande si c'est pas une stratégie pour pouvoir obtenir des contrats gouvernementaux. C'est-à-dire, tu dis, moi, je vais te faire une autoroute. C'est quoi le plus bas soumissionnaire? 15$? Moi, je vais te soumissionner à 10$, mais après, j'augmenterai les coûts, puis c'est pas grave. Il n'y a jamais, finalement, personne de responsable Donc, on part d'un coût qui était 1 ou 2 millions, et ça se termine avec des coûts d'1 milliard. Et encore une fois, il n'y a jamais personne qui est responsable de ça. On dirait que c'est toujours un peu la norme des choses. Et on peut s'imaginer, là, on parle du troisième lien à Québec, on peut s'attendre à quoique croire au troisième lien à Québec, c'est un peu comme croire au Père Noël, mais bon, c'est éventuellement, ça devait se faire. Ça fait mal, ça, Christian. Ouais, je sais que ça fait mal. Mais on peut s'attendre à des dépassements de coûts qui seront astronomiques, comme c'est le cas avec des dépassements de coûts avec la réfection du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, et des dépassements de coûts, vraiment, je vais avancer le mot criminel, hein? Les débordements de coûts criminels pour le truc de la SAC, de la SACLIC, là, qui est passé de quelques millions à 1 milliard, là, il y a quelque chose. Et en même temps, on est un peu choqué comme citoyen. Je suis en train de te faire un éditorial. C'est correct, ça fait du bien de le ventiler, je trouve. Oui, on est quand même un peu choqué de voir des gens, que ce soit Québec ou Montréal, avec des hôpitaux vétustes, des gens qui sont dans des corridors et que le gouvernement nous répète on n'a pas de sous à mettre là-dedans pour protéger ces gens-là ou à apporter de meilleurs soins. Et on a des dépassements de coûts qui sont tout à fait astronomiques, qui proviennent de d'autres sources. Il y a comme quelque chose de tout à fait insalubre
disons, des dossiers insalubres. C'est comme ça que je pourrais qualifier ça. Et ça, c'est un peu choquant. Donc, bref, si on revient à notre fameuse tuerie du 29 janvier 2017, Oui. là, avec Alexandre Bissonnette, bien évidemment, c'est un événement qui a choqué parce que, bon, il y avait eu Polytechnique avant, il y avait eu la fusillade également à Dawson. Tu as mentionné cette attaque dans le centre-ville de Québec à la machette. Alors, là, on ne parlait pas d'une arme à feu, mais d'une machette. Un katana, ouais, de samouraï. Ouais, c'est ça. Et on est toujours. Ce sont. Lorsqu'on a des espèces de tueries de masse, on est toujours un peu étonné parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on rencontre souvent au Canada et encore moins au Québec. Donc cet événement-là, évidemment, avait énormément marqué. Je rappelle un peu les événements pour les gens qui se joignent à nous. On est le 29 janvier 2017, pardon, et on a ce Alexandre Bissonnette, c'est un étudiant en sciences politiques. Et ce soir-là, donc, en milieu de soirée, il se gare au Centre culturel islamique de Québec, qui est situé sur le chemin Sainte-Foy, là, qui est dans l'arrondissement du même nom. Et puis, bon, il enfile une cagoule, se saisit de son arsenal, hein, il s'extirpe également de son VUS, qui est un Mitsubishi gris argenté, qui est en fait celui de son père. Et au moment où il sort du véhicule, hein, il ne cherche pas à dissimuler ses armes. Hein. D'ailleurs, on a pu entendre, juste avant d'entrer en ondes, un court extrait de l'appel au 911 qui a été logé ce soir-là par Alexandre Bissonnette. En direct du pont de l'île d'Orléans ou en route oui, voilà. vers... Et l'extrait qu'on a entendu, qui dure une trentaine de secondes, je l'ai remonté un peu parce que bien souvent, il y a de longs silences et tout ne se fait pas dans l'ordre. C'est-à-dire, à un moment donné, le responsable du 911 demande son nom, puis là, il commence à parler de la voiture ou ce qu'il veut faire. Il doit reprendre à plusieurs reprises, c'est quoi ton nom? Donc, j'ai remonté l'extrait pour que ça fasse sens. Donc, on l'entend se nommer. Il reconnaît d'emblée qu'il est celui qui a commis les gestes. Il reconnaît, il donne son nom, hein, il dit « Je suis Alexandre Bissonnette ». Il parle également de son véhicule, hein, il dit « C'est un Mitsubishi gris », donc il le mentionne. Et effectivement, comme tu le mentionnes aussi, au moment où il y a cette conversation avec le responsable du 911, il va immobiliser son véhicule tout près du pont là, qui mène à l'île d'Orléans. Donc, ce soir-là, après être sorti de son véhicule avec son arme ou ses armes, d'un pas rapide, il se dirige vers l'édifice. Et comme il monte les marches pour entrer dans la mosquée, il se retrouve nez à nez avec deux hommes qui, eux, quittent la mosquée, hein, après la dernière prière du soir. Et là, sans hésiter, il va braquer sa carabine semi-automatique. Il appuie sur la détente, mais le percuteur reste coincé. Alors, sans hésiter, il jette son arme, il va dégainer un pistolet, un Glock 9 mm, et puis il va tirer sur les deux fidèles, donc qui sortent de la mosquée. Et là, ensuite, avec un espèce de sang-froid assez étonnant, c'est difficile de se mettre dans la peau d'un individu quand il est, comment je pourrais dire, quand la marche est lancée. Hein, ou la rage meurtrière. Hein. Voilà, il est devenu un peu comme un automate. Hein, donc, il enjambe les victimes, il pénètre dans l'édifice. Et là, on comprend bien, hein, c'est les dernières prières ont pris fin. Au rez-de-chaussée, il y a plusieurs personnes qui sont là à discuter entre elles. On est en train de mettre les manteaux. Il y a des enfants. Et là, on voit arriver cet homme armé. Évidemment, il y a une panique immédiate. Et lui, évidemment, il a son arme de poing là, qui brandit. Et il se met à tirer au jugé. Alors, donc, les gens courent. On peut s'imaginer le chaos qui règne à l'intérieur. Et au moment où il va quitter, c'est très, très rapide. Hein, et au moment où il quitte l'édifice, il y a quand même 6 personnes qui ont été touchées là, mortellement par ces coups de feu. Alors, il remonte dans la voiture, il s'engage sur l'autoroute. Et alors qu'il est toujours au volant, c'est à ce moment-là donc qu'il va contacter le service du 911. Et il avoue d'emblée, hein, dès les premières secondes, hein, on l'entend immédiatement quand que le responsable dit « Oui, 911 Québec », il dit « C'est moi qui étais à la mosquée ». Et là, le responsable dit « Êtes-vous le tireur ?» Il dit « Oui, c'est moi qui est le tireur ». Donc, il n'hésite pas, il le raconte immédiatement. On sent toutefois, quand on regarde, on écoute l'enregistrement au complet, qui dure pratiquement 1 heure hein, avant que... qu'on réussisse à le localiser. Ouais, on le localise. Puis là, évidemment, il y a tout le déploiement des voitures de police autour. Il y a tout un périmètre de sécurité qu'on s'assure. Puis il faut dire également que le responsable de l'appel 911, lorsqu'il
parle avec les services de police. À plusieurs reprises, on ne l'entend pas vraiment. J'ai choisi volontairement de retirer ce passage-là dans l'enregistrement. Mais à plusieurs reprises, Alexandre Bissonnette menace de se suicider. Oui, j'avais Il dit entendu, fait que c'est vrai, ça, qu'il avait menacé de sauter en bas du pont. Là. Ouais, en fait, il dit qu'il va se tirer une balle. OK. Il n'arrête pas de dire au responsable du 911, il dit « Je vais me tirer une balle dans la tête. Okay. » Et là, le responsable, il dit « Non, tu restes avec moi, tu feras pas ça, ça va bien aller. » Mais on sent que, visiblement, en même temps, il parle de manière correcte, il est articulé dans le propos qu'il tient. On sent un certain désarroi à certains moments. Donc, c'est difficile, encore une fois, de se mettre dans sa peau. Mais comme le fait il a menacé à plusieurs reprises de se suicider, on peut comprendre que les policiers, d'ailleurs, il le dit aussi dans l'enregistrement, il dit si je me tire pas une balle, les policiers vont me tirer dessus. Et le responsable de l'appel lui dit non, je parle avec les policiers, ils ne te tireront pas dessus. Mais tu comprends que les policiers savent qu'il est armé. On ne sait pas exactement quel type d'arme qu'il lance à possession. Et comme il menace également de se suicider, bien évidemment, on veut agir avec le maximum de prudence, d'une part, pour éviter parce que souvent, dans ce milieu-là, dans une situation comme celle-là, il y a plusieurs choses qu'on peut craindre. D'abord, dans un premier temps, que l'agresseur, qui est dans le cas présent, qui est Alexandre Bissonnette, se mette à tirer sur les policiers qui s'approchent du véhicule. Dans une autre possibilité, c'est qu'il se suicide. On ne voudrait pas qu'il se suicide, dans la mesure où on comprend que l'individu, on ne connaît pas encore ses motivations, mais il peut avoir 1001 motivations, donc on ne veut surtout pas qu'il se suicide. Et en même temps, il y a aussi le dernier risque, ce qu'on appelle un suicide par policier interposé. C'est-à-dire qu'il pourrait sortir de sa voiture en braquant une arme sur les policiers, forçant les policiers à l'abattre. Okay. Donc, c'est pas lui qui commet le geste, c'est les policiers qui le font, mais quelque part, il a forcé les policiers à tirer sur lui. Donc, ce sont les 3 cas de figure que les policiers essaient d'éviter. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi l'appel dure si longtemps et que les policiers, une fois qu'ils ont localisé le véhicule de Bissonnette, vont mettre beaucoup de temps avant d'intervenir et d'aller le cueillir à sa voiture. Donc, comme tu le mentionnes, il appelle le 911 alors qu'il est en route. On l'entend sur l'enregistrement, il est sur l'autoroute 40, et là, il dit, ben voilà, je me dirige près de l'île d'Orléans. Et là, au début, il veut franchir le pont pour aller sur l'île. On réussit à le convaincre de ne pas le faire. Donc, il s'immobilise un peu avant l'entrée, là, dans la bretelle qui mène au pont, qui mène justement au pont qui va à l'île d'Orléans. Et puis, il dit également qu'il a consommé de l'alcool. Il répète encore une fois qu'il veut se suicider. Et puis, pendant ce temps, les policiers, eux, vont se déployer autour du véhicule. Et ultimement, ça va plutôt bien se passer. Bissonnette n'offre aucune résistance à son arrestation. Et puis, sur la banquette arrière, on va récupérer le fameux Glock 9 mm, une arme de poing, qu'il a utilisée là, dans la mosquée. Donc, au lendemain de cette nouvelle, comme tu dis, on fait le bilan. C'est 6 morts, 19 blessés. 19? Mon Dieu, il y en a qui écrivaient juste 8 dans les sources que j'ai trouvées. 19 blessés. Ça fait la une de tous les journaux, d'un océan à l'autre. Le caractère raciste xénophobe semble un peu acquis. Quoique, éventuellement, on va découvrir durant le procès que à plusieurs reprises, Alexandre Bissonnette avait menacé de faire des tueries de masse, sans nécessairement désigner des groupes, que ce soit par leur sexe, ou que ce soit par leur race, ou que ce soit leur obédience religieuse. Encore une autre chose que j'avais entendue, Christian, que tu pourras confirmer si c'est vrai. On a entendu, c'est quasiment des oui-dire du métier, là, qu'il avait arpenté les souterrains, les stationnements souterrains de Place Laurier. Oui, absolument. Oui, okay. Donc, on va découvrir ça. En fait, à plusieurs reprises, il a entretenu cette idée-là de faire une tuerie de masse. Donc, c'était, je vais rentrer dans un centre d'achat, je vais tirer sur tout le monde, incluant femmes, enfants, blancs, noirs, jaunes, peu importe. Comme on dit, il va tirer dans le tas sans aucune préoccupation sur le statut de ses victimes. Donc, quand il y a cette tuerie à la mosquée, tu comprends évidemment, là ici, il y a un élément racial et religieux qui est directement visé. On se dit, ça a été
un geste xénophobe sur des personnes étrangères, principalement du Moyen-Orient, et ensuite de ça, bien sûr, d'obédience musulmane. On s'est dit que c'est un crime musulman. Alors qu'en réalité, on va découvrir au procès d'Alexandre Bissonnette que oui, c'est vrai que dans ce cas-là très précis, ce soir-là en question, c'était évidemment, puisqu'il est entré dans une mosquée, c'était fondamentalement des gens d'obédience musulmane sur lesquels qui devenaient sa cible. Mais on ne découvre pas dans ses écrits ou dans ses effets personnels une haine particulière envers les musulmans. C'est pas vraiment ça. Il a choisi là parce que les motifs restent un peu flous, mais il n'entretenait pas depuis une longue période de temps une haine envers un groupe ethnique ou un groupe d'individus en particulier. Mais évidemment, la question qu'on se pose, puis je me l'ai posée immédiatement au lendemain des événements, comme toi un peu, quoiqu'ici à Montréal, on est plus éloigné, mais bon, la nouvelle, ça a été immédiatement les bulletins spéciaux, on suivait pratiquement en direct les événements. Ouais. Donc, c'était des flashs d'informations. Et puis, évidemment, la question qu'on se posait, mais qui est ce Alexandre Bissonnette? Et surtout, pourquoi ce geste? Pourquoi une mosquée? C'est pour ça le lien avec la religion. Puis... Ben ouais, parce que évidemment, dès qu'on a des gestes qui sont de ce type-là, ben évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est des trucs, est-ce que c'est éventuellement quelqu'un qui a mûri une haine envers l'islam, envers les musulmans? Est-ce qu'il y a comme un ressentiment depuis les attentats du 11 septembre? Tu comprends, il y a toutes sortes d'éléments comme ça, puis c'est vrai que en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, on a vu se développer des communautés de gens qui sont devenus très xénophobes par rapport aux gens du Moyen-Orient ou encore des gens qui étaient d'obédience musulmane. Donc, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce qu'Alexandre Bissonnette fait partie de ces gens-là? Donc, ce que l'on apprend assez rapidement, c'est qu'il est né dans la grande région de Québec, en fait, dans l'agglomération de Cap-Rouge. Il est né le 1er décembre 1989. Ses parents étaient et sont toujours des gens de la classe moyenne, sont des gens qui sont respectés, on ne leur connaît pas, ils n'ont pas de problème avec leurs voisins ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui travaillent dur, comme plein de gens de la classe moyenne, pour offrir à leurs enfants, évidemment, un cadre de vie qui soit idéal. Mais malgré ce qui se passe à la maison, parce qu'il n'y a pas, dans le cas d'Alexandre Bissonnette, contrairement à d'autres crimes qui sont commis, des crimes de masse, où on va souvent découvrir dans le passé de l'individu des espèces d'abus à la maison, abus physiques, psychologiques, sexuels, ce qu'on n'a pas dans le cas d'Alexandre Bissonnette. Ce qui revient beaucoup familial. Dans nos patterns, Christian, qu'on parle justement de nos suspects X, souvent background de soit d'alcoolisme ou de violence des parents. Oui. C'est des critères qui sont très répétés. Tout à fait. Et on n'a pas ça dans le cas d'Alexandre Bissonnette. Hein? Il y a un cadre de vie de l'extérieur qui semble assez idéal. Là où les choses prennent une autre tournure, c'est à l'école. C'est un individu qui est d'assez petite taille, qui préfère l'informatique au sport. Donc, évidemment, on le taxe d'être une espèce de nerd. Il n'est pas particulièrement doué dans les sports. On le malmène un peu. Il est victime un peu de colibets, de violence un peu. Il est malmené par les autres élèves de l'école. Il y a éventuellement des plaintes qui sont adressées à l'administration scolaire, mais bon, ce qui se passe dans la cour d'école, ça se passe dans la cour d'école. À un moment donné, les autorités scolaires, c'est malheureusement une triste réalité des années 2000. Hein, ouais. On a beau, tu sais... ça fait souvent un peu un discours de vieux, là, de dire « oui, dans mon temps, c'était oui. Pas comme ça ». Mais bon, évidemment, c'est sûr que les gens qui sont de ma génération, les gens de 50 ans et plus, c'est sûr que l'autorité, on l'a vu d'ailleurs avec les nouvelles dispositions du ministre Drainville. Avec le vouvoiement obligatoire. Qui veut réintroduire le vouvoiement. On doit s'adresser au professeur, monsieur, madame. À l'époque où moi je fréquentais l'école primaire ou même le secondaire, c'était le langage qui était approprié. Là, je veux dire, il y avait cette autorité. Je sais que
il y a place à débat. Est-ce qu'on doit le faire ou on ne doit pas le faire? Moi, je pense que ça peut paraître un peu extrémiste, cette idée du vouvoiement, puis d'appeler monsieur, madame, mais je pense qu'il faut voir au-delà des mots, et je pense qu'au-delà des mots, ce que le ministre Drainville veut introduire, c'est une espèce de faire une distance entre l'élève et le professeur. Un respect. Oui, mais quand tu parles au professeur puis tu l'appelles tu sais, hey, Marcel, tu sais, c'est Marcel, t'as comme l'impression que tu parles à ton ami qui est assis sur le pupitre à côté de toi, là. Alors que quand tu t'adresses au professeur puis tu le vouvoies ou tu l'appelles monsieur, tu crées une espèce de distance. Et cette distance-là, elle est peut-être essentielle. On verra avec le temps, hein. Peut-être que ça ne va rien donner, mais peut-être que cette distance-là, elle est importante pour essayer de redonner une espèce d'autorité aux professeurs, une autorité qu'ils n'ont plus. Mais c'est sûr que dans les années 60 ou 70, quand je fréquentais l'école primaire ou l'école secondaire, c'était ce respect-là et l'autorité professorale n'était jamais, mais jamais remise en question. Moi, si je devais me présenter à la maison avec un mauvais bulletin ou avec une note d'un professeur qui disait que j'avais été turbulent, tu peux être rassuré que j'aurais préféré cacher la note parce que à l'époque où je vivais chez mes grands-parents, par exemple, je pense que j'aurais eu une rangée de coups de pied dans le derrière de mon grand-père. Ouais. Puis il aurait répété, je veux même pas avoir ta version, hein. Le professeur t'a donné une mauvaise note, ben forcément c'est lui qui dirige, puis s'il t'a trouvé turbulent, c'est lui le boss, hein, comme on dit, c'est lui le boss. Donc c'était jamais remis en question. Donc mais c'est ça, à un moment donné, il y a eu un laxisme, c'est la triste réalité. Puis moi, je dois t'avouer, je dis pas que ça n'existait pas, là, mais quand moi je fréquentais l'école primaire ou secondaire, tout cet aspect de violence dans les corridors d'école, ce taxage, cette intimidation, je me rappelle pas vraiment avoir vu ça. Il y avait toujours 2-3 petites brutes dans l'école, là, mais c'était pas quelque chose qu'on discutait, c'est pas quelque chose qu'on voyait. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis un peu choqué de voir parfois les vidéos, comme n'importe qui qu'on voit circuler, où on voit des jeunes dans des écoles, hein, qui se battent, font preuve de violence et se filment entre eux. C'est quasiment devenu presque un jeu de pouvoir se filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est à mon tour d'y aller d'un élan éditorial, Christian. Le week-end dernier, pas celui qu'on vient de passer, mais l'autre, on avait un dossier sur les chauffeurs d'autobus scolaires au Québec qui ont quasiment peur des étudiants tellement qu'ils sont rendus sans respect, qui lancent des choses. Le respect s'est perdu, puis ça prend un retour du balancier. Et je fais partie de la jeune génération, entre guillemets, parce que j'approche quand même de 30 ans tranquillement, pas vite, là. Mais moi, j'ai été élevée à vous voyez, puis jamais que des comportements de même auraient été acceptés. Il y a des coups de pied à l'inverse que je trouve qu'ils se sont perdus, là, puis je le dis en langage coloré, là, mais il y a vraiment de quoi, il y a une mouvance, un laxisme qui est gênant. Fait que, le vouvoiement, je sais pas, il est perçu comment au sein des jeunes ou encore des parents d'aujourd'hui, mais il faut que ça revienne. On dirait qu'il y a comme plus de hiérarchie, là. Si nous, on avait été, tu sais, quand on prenait le transport scolaire, puis encore une fois, ça nous ramène dans les années 60 ou 70. Et si on était trop turbulent, le chauffeur d'autobus nous lançait un 2-3, asseyez-vous, là. Mais je peux t'assurer que si on n'avait pas répondu à sa demande, il aurait arrêté l'autobus puis on aurait fait le trajet à pied. Ah ben oui, marche. Puis personne n'aurait posé de questions. Personne n'aurait cherché à blâmer le chauffeur d'autobus. Ou à le faire congédier. Voilà. Si le chauffeur d'autobus a jugé que tu devais continuer ton trajet à pied, ben c'est parce que c'était que tu devais continuer ton trajet à pied. On ne remettait pas en question cette autorité-là. Bien, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? L'histoire nous le dira, on verra ce que sont les mesures du ministre Drainville, qu'est-ce que ça va apporter, mais je pense que quelque part, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que quelque part, on a perdu à un moment donné le contrôle. Hein. Je pense aussi. Puis je ferai pas, notre émission n'est pas là-dessus. Mais bon, c'est vrai que quelque part, on a perdu le contrôle. Et malheureusement, dans cette perte de contrôle, visiblement, Alexandre Bissonnette, on est à l'époque où il fréquentait l'école secondaire. Mais ça revient à ce qu'on va dire un petit peu plus tard, Christian. À qui la faute? Hein? On a perdu le contrôle, mais à qui la faute? On en reparle.
Oui, ouais, on en reparle. Mais une chose est certaine, hein, Alexandre Bissonnette est victime un peu de cette intimidation à l'école. Les autorités vont réagir, mais dépendamment des sources, peut-être trop mollement. Hein, mais bon, visiblement, Alexandre à partir de là, on le voit, là, il est à l'adolescence, il commence à se refermer à l'adolescence, mais surtout jeune adulte, il se referme de plus en plus sur lui-même. Et puis, il commence à entretenir des idées suicidaires. Et ce qui va ressortir hein, dans les mois, tantôt on a parlé de cette idée, on va découvrir durant le procès, c'est ça, qu'il avait entretenu des fantasmes un peu de crimes de masse en disant je vais tirer sur des gens, puis nonobstant leur sexe, leur âge, leur couleur, leur race, peu importe. Et on découvre à ce moment-là que en même temps qu'il développe ces espèces d'idées qui sont un peu confuses, puis complètement anarchiques, on découvre également qu'il entretient une espèce de fantasme où il ne veut pas disparaître. Hein. Il envisage de se suicider, mais il ne veut pas se suicider et de disparaître comme le pauvre petit gars frustré. Hein. Il ne veut pas laisser cette marque-là, dire « Ah, ben Alexandre Bissonnette s'est suicidé, c'est un pauvre petit gars frustré, merci, bonsoir. » Il veut passer un peu à l'histoire. Hein. S'il a à partir, ben il veut partir de manière flamboyante en laissant derrière lui une empreinte indélébile. Et donc, cette empreinte indélébile, là, on est vraiment dans quelqu'un qui est troublé, là. On s'entend bien, là. Et donc, il pense à ça. On sait qu'à ce moment-là, il va sur les réseaux, sur les médias sociaux, il va consulter, se documenter sur des tueries de masse, par exemple, notamment pour l'école polytechnique ici au Québec, mais aussi la tuerie de l'école Columbine en 1999, qui a beaucoup marqué l'imaginaire parce que pourquoi plus Columbine que d'autres? Bon, il y a Sandy Hook également parce que c'est une école primaire. Ouais. Puis il y a eu qui a été récupéré également par les complotistes, hein, en disant ça s'est pas produit, les enfants, il n'y avait pas d'enfants dans les tombes, les parents pleuraient, étaient des acteurs. Et... Mais bon, ça s'est réglé il y a 2 ans là, avec un procès là, très médiatisé où on a le principal tenancier, on nommera pas, là, je veux pas que les gens se mettent à faire la recherche, mais le principal tenancier le propagandiste de ces idées-là a été poursuivi et condamné à verser plusieurs millions de dollars aux parents endeuillés pour avoir entretenu cette idée-là que tout ça était une farce. Mais Columbine a beaucoup marqué l'imaginaire en 99 parce que on avait des images, alors que dans bien des cas, on n'avait pas d'images. Dans le cas de Columbine, les deux tueurs, Harris et Klebold, ont été filmés par les caméras qui étaient installées dans l'école. Et donc, à ce moment-là, on avait ces images-là qui circulaient en boucle, où on les voyait se déplacer dans les corridors de l'école avec des armes automatiques. Donc, c'était un peu troublant de voir ça. Donc, est-ce que c'est vrai, Christian, de mentionner que, justement, Polytechnique a été une des dernières tueries de masse importantes au Québec avant l'arrivée de, justement, Alexandre Bissonnette en 2017? Absolument. Okay. Même quand on parle de l'attentat à Dawson, il faut se rappeler, puis on ne minimise pas, une victime est toujours une victime de trop, mais à Dawson, il y a eu une victime. Bon, alors que, Polytechnique, là, on avait, de mémoire, quoi, c'était 14 victimes qu'on avait à Polytechnique ou un truc comme ça. Donc, évidemment, là ça frappe l'imaginaire. Mais encore une fois, je ne minimise pas non plus la victime de Dawson. Une victime, c'est une victime de trop. Mais c'est vrai qu'à part Polytechnique, on n'avait pas connu vraiment de tuerie de masse jusqu'à ce qu'Alexandre Bissonnette intervienne comme ça dans la mosquée. Donc, on sait que dans les mois qui vont précéder son attentat à la mosquée, il va aller sur les réseaux sociaux, va se documenter sur des tueries de masse, dont notamment Columbine. On sait également qu'en 2015, avec l'élection il n'est pas encore élu, mais en pleine campagne électorale, c'est la première campagne électorale de Donald Trump. Oui. On sait qu'à ce moment-là, on pourrait faire une émission là-dessus, mais il va se développer une espèce de mouvement souterrain, presque occulte, qui va s'appeler QAnon. Oui. Et ce mouvement QAnon, ce sont des idées très extrémistes qui sont véhiculées à travers QAnon
pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu parler de QAnon, ou ils étaient trop jeunes, QAnon, on sait aujourd'hui que ce sont des jeunes qui utilisaient des chat rooms sur Internet. Et ces gens-là avaient réussi à créer des personnages fictifs. Et l'un de ces personnages fictifs portait le nom de Q, Q comme la lettre Q, comme Québec. Et il se disait, évidemment, on ne le savait pas à ce moment-là, mais cette personne-là se présentait sur les médias sociaux, sur différents chatrooms, comme ça. Et il disait, je suis une personne qui est infiltrée au gouvernement. Il ne voulait pas donner son nom, utilisant essentiellement la lettre Q pour se définir. Et il disait qu'il était au sein du gouvernement. Et là, il entretenait des propos tout à fait fantaisistes. Et ses propos étaient, le gouvernement américain est noyauté depuis l'intérieur, il y a les responsables ou les élus démocrates sont en réalité des pédophiles satanistes, ils se réunissent dans certaines régions, dans certains endroits particuliers. On avait ciblé notamment une pizzeria en banlieue, dans la ville de Washington, D.C., qui était le Comet Pizzeria. Et on disait que le menu, quand des démocrates, et là évidemment sans les nommer, mais on sentait bien qu'on pointait du doigt des gens comme des proches de Barack Obama ou des proches de Bill Clinton ou des gens faisant partie de l'organisation démocrate. Ces gens-là se présentaient là et là on pouvait apparemment, en regardant le menu, on commandait des pizzas qui étaient en fait des écrans de fumée qui dissimulaient des commandes précises pour le trafic humain. Donc si une personne se présentait là, après s'être fait identifier par les responsables de la pizzeria comme étant un membre du culte, appelons ça comme ça, là, il disait, moi je prendrais une grande pizza pepperoni fromage. Pepperoni fromage, en en croire Q sur les réseaux sociaux, une pizza pepperoni fromage voulait dire une fillette blanche entre 10 et 12 ans. Donc on voit un peu le genre. Et éventuellement, ça a amené des actes un peu en 2016. Une personne s'est présentée dans la pizzeria en décembre 2016 avec une arme semi-automatique. Et là, menacé de tirer sur les gens si on ne l'amenait pas au sous-sol pour voir où étaient détenus les enfants. Et on a découvert, et le pauvre type a découvert qu'il n'y avait même pas de sous-sol au restaurant en question. Donc, il a accepté de se rendre aux autorités sans effusion de sang. Mais on voit quand même un peu cette idée-là. Bon, c'était durant cette fameuse première campagne de Donald Trump, il y avait ce Q-là. Il faudra d'ailleurs plusieurs années, à ce moment-là, quand Q commence à raconter des histoires comme celle-là, il y a des gens qui y croient. Il y a toute une communauté là, très extrémiste, des complotistes. Il y a eu une théorie parallèle aussi sur la chaîne de meubles Wayfair, comme quoi ça alimentait un commerce de trafic d'enfants international. Oui, absolument. Et donc, dans cette histoire de QAnon, il faudra attendre littéralement aux alentours des années 2019 ou 2020 pour que des journalistes réussissent à remonter à la source et découvrir qui était Q. Et là, on découvre que c'est 3 ou 4 personnes qui étaient des gens qui entretenaient des chatrooms, tout ça. Donc, on découvre le poteau rose. Bon, je ne veux pas trop m'engager là-dedans, là, mais c'est pas le sujet de l'émission. Mais tout ça était fictif. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de Q, tout ça. Mais ça a entretenu des idées complotistes, des idées extrémistes. Dans certains cas, presque, dans le cas des pédosatanistes qui dévorent des bébés, là, on était littéralement rendu dans des théories occultes. Et à ce moment-là, donc en 2015, Alexandre Bissonnette va se retrouver sur ces forums où on parle de Q, on parle de ces révélations, de ce noyau d'individus qui contrôlent le gouvernement. Et Alexandre Bissonnette adhère à ces fameuses thèses complotistes. On le sait également sur les réseaux sociaux, il ne cache pas ses opinions, il est clairement un antiféministe, il montre également des caractères racistes, et dans certains cas, on sait également qu'il va flirter avec des idéologies dites néo-nazies, un suprémaciste blanc.
Donc, ça ne fait pas de lui un néo-nazi, mais on sait qu'il flirte avec ces doctrines-là. Donc, évidemment, tout ça ne fait qu'entretenir, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ouais. Donc, si je suis sur un site Internet qui m'amène sur des sites néo-nazis, ben, éventuellement, on va m'en proposer d'autres, et éventuellement, je suis dans ma bulle, je suis dans ma complosphère, mais en même temps, je suis dans ma chambre d'écho, et tout ce que j'entends, c'est ce que je veux entendre. On sait également qu'à quelques reprises, il a fait des réflexions, il y avait une certaine admiration pour le Ku Klux Klan et les groupes d'extrême droite. Donc, on a un peu le profil du personnage. Et ce qui est un peu étonnant ici, c'est que malgré son état dépressif, ses tendances suicidaires, qui avaient d'ailleurs été diagnostiquées, il va réussir à obtenir un permis de port d'armes. Donc, ça, c'est un peu... Même si, évidemment, on s'entend pour le permis de port d'armes, c'est tu pars de chez toi, tu t'en vas au champ de tir, là, mais quand même, on peut dire que le verre est dans la pomme à ce moment-là. Et puis, donc, le 29 janvier 2017, le fameux soir en question, il va quitter le domicile familial avec sa carabine et une arme de poing, le fameux Glock 9 mm. Il est intoxiqué. Et durant le trajet, on va apprendre que son père lui a téléphoné et... ils se sont parlé un peu et malgré l'heure tardive, il était à peu près 17 heures, Alexandre disait à son père qu'il allait au club de tir. Son père lui a fait comprendre qu'à cette heure-là, le club de tir serait certainement fermé. Alexandre lui a répondu qu'il préférait s'en assurer lui-même. Et puis donc, 45 minutes plus tard, il a fait éruption dans la grande mosquée et puis on connaît la suite des événements. En mars 2018, Alexandre Bissonnette va plaider coupable à 6 accusations de meurtre au premier degré, 6 tentatives de meurtre. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Et au départ, au moment du jugement, ce 40 ans, il est une peine incompressible, mais éventuellement, en 2020, les avocats vont faire appel, jugeant que c'est une peine qui... parce que généralement, au Canada, lorsqu'on a une condamnation, il y a eu des ententes, des cas précédents où lors d'une condamnation à prison à vie, généralement, on accepte la possibilité d'une libération après 25 ans. Alors que dans le cas d'Alexandre Bissonnette, on lui impose un 40 ans, donc les avocats jugeant que c'était une peine qui était injuste, ils ont fait appel, c'est allé jusqu'en Cour suprême. Oui, en Cour suprême, et éventuellement la Cour suprême a donné raison à la partie défenderesse d'Alexandre Bissonnette, et on a accepté de réduire cette peine à 40 ans, cette période de sûreté de 40 ans, on a accepté de la ramener à 25 ans, comme c'est généralement le cas lors de crimes graves au Canada. Je lis l'extrait ici. De telles peines sont de nature dégradante et donc contraires à la dignité humaine puisqu'elles retirent aux contrevenants toute possibilité de réinsertion sociale, ce qui présuppose de manière finale et irréversible que ces derniers ne possèdent pas la capacité de s'amender et de réintégrer la société. On a considéré la peine, la possibilité de libération cruelle et inusitée. Ça a été un gros débat, ça aussi, de savoir est-ce qu'on crée un précédent, est-ce qu'on, justement, on sort un peu des sentiers battus prédéfinis pour faire un effet dissuasif pour peut-être d'autres crises et d'autres tueries, là? Tout à fait, parce que même si par certains aspects, le système judiciaire canadien ressemble un peu au système judiciaire américain, quoiqu'il y a des différences importantes, mais au niveau des peines et tout le reste, il faut comprendre qu'au Canada, on mise beaucoup sur l'idée de la réhabilitation. Oui. Donc, on envoie quelqu'un en prison, mais il y a toujours cette possibilité d'une réhabilitation. Alors que aux États-Unis, par exemple, il y a des peines où on condamne la personne condamnée à prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, il n'y a aucune possibilité que l'individu puisse s'amender ou il puisse se réhabiliter. Et là, évidemment, on ne parle même pas des cas où on a imposé la peine de mort, là aussi qui fait débat aux États-Unis, puis qui fait débat un peu partout dans le monde. Est-ce que oui ou non, la peine de mort est une peine qui est justifiée ou justifiable? Mais néanmoins, dans le cas d'Alexandre Bissonnette, donc on a ramené cette peine, cette période de sûreté à 25 ans. Donc, il pourra demander une libération conditionnelle techniquement à partir de 2042. Oui. Il aura donc 52 ans à ce moment-là. Et je ne voudrais pas quitter l'affaire Alexandre Bissonnette sans mentionner qu'en mars 2025, donc tout récemment, le père d'Alexandre Bissonnette, Raymond Bissonnette, a publié un livre aux éditions JCL qui s'intitule « Quand il n'y a pas de mots ».
et dans lequel, donc, il raconte un peu la position du père. Hein, puis on comprend évidemment le lien qui l'unit à son sujet. Hein. Le sujet, c'est son fils. Mais l'ouvrage a connu un accueil assez mitigé de la part des journalistes de presse, et principalement parce que certains trouvent que... Et on peut comprendre, là, on ne lance pas la pierre à Raymond Bissonnette, là, mais on peut comprendre qu'à un moment donné, dans l'ouvrage, hein, il essaie un peu de faire passer son fils comme étant une énième victime de la fusillade en question. C'est là que c'est un peu maladroit, en effet. Voilà, il va pas jusqu'à dire que son fils est aussi une victime autant que les gens qui ont été tués, mais il en fait un peu une victime, et là il pointe du doigt le système scolaire, par exemple, qui n'a pas su voir que son fils a été malmené à l'école, qui n'ont pas pris des positions très claires par rapport à l'intimidation et tout le reste, ce qui fait que la santé psychologique d'Alexandre a éventuellement été hypothéquée et qui l'aurait amené à commettre le crime. Ça, effectivement, pour beaucoup de journalistes, c'est un peu maladroit, cette façon d'approcher le problème, parce que pour les gens, ça reste qu'il y a quand même 6 personnes qui sont tombées sous les balles d'Alexandre Bissonnette. Et tous les gens, s'il fallait que tous les jeunes qui sont dans les écoles, qui sont un petit peu malmenés, puis moi-même, hein, je dirais pas que j'ai été intimidé, mais je dois avouer que à 5 pieds 5, 5 pieds 5 et demi, là, puis à l'époque, quand j'étais adolescent, là, ou 11-12 ans, là, je devais peser à peu près 85 livres, même mouillé, là, tu sais, là. J'étais le dernier qui était choisi dans les équipes sportives et tout le reste. Bon, j'étais un peu malmené, mais bon, ça fait pas de nous tous des tueurs de masse. Non, on choisit d'être une victime, ou on choisit justement un autre sort pour nous, là. Il y a voilà, deux façons de réagir. Donc, et on se comprend bien, là, je lance pas la pierre à Raymond Bissonnette, on comprend le désarroi du père qui se trouve parachuté dans un drame semblable et qui essaie de comprendre. Hein? Et d'ailleurs, il y a un excellent article d'Isabelle Haché qui a fait une critique du livre, et elle termine son article avec une phrase que j'ai trouvée tout à fait magnifique. Elle dit... le titre du livre en question, c'est « Quand il n'y a pas de mots ». Et elle termine son article en disant « Quand il n'y a pas de mots, peut-être vaut-il mieux ne rien dire ». J'ai accueilli, moi je l'avais vu passer sur le fil de presse. J'ai vu aussi qu'il avait été invité à Tout le monde en parle avec raison pour les circonstances aussi du drame. Moi aussi, ça me fait lever un sourcil. En même temps, je suis curieuse de le lire pour voir justement comment on vit ça en tant que parent. C'est des victimes collatérales. Daniel en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Des fois, on pense pas aux victimes. Les premières sont les parents des gens qui commettent l'irréparable. Pour ce point de vue-là, mais mettons que mon cœur et mon opinion est très tranché et déjà un peu perdu d'avance. Je sais pas si j'explique bien. Je suis déjà un peu biaisée là, par mon opinion. Mais ça nous rappelle un peu cette émission qu'on avait faite avec Daniel où on avait parlé de la fusillade, justement. Oui, de Marc Lépine, la fusillade à Polytechnique. Et cette phrase très maladroite de la mère de Marc Lépine de dire à un moment donné dans une entrevue, il faudrait passer à autre chose. Voilà, ouais. Mais ça, c'est maladroit parce que, bon, on comprend que la dame en question, puis Daniel l'avait bien exprimé, hein, elle devient un peu une victime collatérale. Elle n'a rien demandé d'être là. Elle n'a rien demandé. Puis on sait également que la sœur de Marc Lépine va également décéder, elle aussi, éventuellement des problèmes de toxicomanie, alcool et tout le reste. Parce qu'elle vivait le stigma de fait que son frère avait commis ces gestes. Hein, puis donc, ces gens deviennent un peu... Mais de là à faire passer Marc Lépine au même titre d'une victime, parce qu'il l'a été quelque part, on en avait parlé dans l'émission, je ne veux pas revenir là-dessus, mais l'ambiance familiale, le père avait été, à l'époque, dans l'enfance, il y avait eu de la violence verbale, la violence physique, Madame Lépine avait eu la garde des enfants, le père était parti, tout ça. Mais il y avait une dynamique familiale qui était très difficile, et on peut comprendre que Marc Lépine a mal vécu. Hein. D'ailleurs, son nom original était un nom à consonance arabe, donc qui m'échappe, mais il avait développé une telle haine envers son père qu'il a décidé finalement de prendre le nom de Lépine, qui était le nom de fille de sa mère, pour couper ce lien qu'il avait avec son père.
On peut comprendre tout ça, on peut comprendre la dynamique familiale, on peut comprendre que quelque part, Marc Lépine a été victime un peu d'une cellule familiale qui était pour, à plusieurs aspects, pour lui, était tout à fait anxiogène. Mais de là à faire de lui une victime, et quand Madame Lépine dit « passons à autre chose », ben, je pense que c'est plutôt maladroit, surtout si on pense aux familles qui, elles, non plus, n'avaient rien demandé, et tous ces parents qui ont perdu un enfant dans la fusillade de Polytechnique. Ben, ici, c'est un peu la même chose. On peut comprendre le désarroi de M. Bissonnette par rapport à son fils, puis c'est la préoccupation également. Tous les parents, j'imagine, qui envoient leurs enfants à l'école, n'ont pas envie, puis on voit des reportages assez régulièrement de jeunes qui refusent de retourner à l'école parce qu'ils sont victimes de taxage, ils sont victimes de maltraitance quelque part par le collègue et confrères, consoeurs de classe. On peut comprendre ça. Mais à un moment donné, il faut pouvoir également faire des mesures justes de la réalité sur le terrain et en prenant un pas de recul par rapport aux liens motifs que l'on a. Et dans le cas présent, c'est un peu... j'aurais tendance à paraphraser Isabelle Haché, justement, qui dit quand il n'y a pas de mots, peut-être vaut-il mieux ne rien dire. C'est probablement ce qu'un des survivants, plutôt d'Alexandre Bissonnette, dirait aussi, lui, qui s'est fait tirer dessus à 7 reprises. Serait comme, non, moi, je me garderais une petite gêne, là, je suis en chaise roulante, je suis rendue paraplégique. Non, c'est pas une victime. Tout à fait. Puis, je vois que le temps file, mais je voulais simplement dire que c'est sûr que quand on regarde également le cas d'Alexandre Bissonnette, quelque part, on peut comprendre quand il a dû certainement, quand j'ai préparé cette émission-là, j'ai quand même revisité des fusillades dans les écoles et on a parlé justement de Columbine avec nos 2 tireurs à l'époque. L'événement, je le rappelle pour les gens, ça s'est passé le 20 avril 1999 à l'école secondaire, le Columbine High School, ça se trouve à Columbine, on est au Colorado. C'était le 20 avril 1999 et les tireurs étaient Eric Harris, qui avait 18 ans, et Dylan Klebold, qui lui avait Harris 18 ans et Klebold 17 ans. D'ailleurs, Harris venait de fêter quelques jours plus tôt son 18e anniversaire. Et à l'issue de cette fusillade dans l'école, il y a eu 13 morts, 12 étudiants et un professeur. Et de très nombreux blessés également. Ces gens-là sont entrés dans l'école. Au départ, ils voulaient faire sauter des bombes dans la cafétéria et ils voulaient attendre à l'extérieur le matin même. Ils sont allés placer une bombe dans un champ à peu près à 800 mètres de l'école. Et ces gens-là, ils se retrouvaient sur le réseau Internet. Il y avait même un site, Harris avait ouvert un site où ils discutaient des étapes d'un jeu très populaire qui s'appelle Doom. Et ils profitaient également de cette tribune pour parler un peu de la haine qu'il avait envers certains autres étudiants et un peu tout le fait qu'il avait été un peu à l'image un peu d'Alexandre Bissonnette, qui avait été un peu malmené par les gens d'école. Il avait même dressé une liste de gens que s'il y avait la possibilité, il s'en prendrait principalement à ces gens-là. On va découvrir d'ailleurs après la fusillade de Columbine que Harris avait fait l'objet d'une enquête policière et que le policier l'avait jugé dangereux. Il avait demandé à ses supérieurs une enquête plus approfondie, même un mandat de perquisition, parce que sur le site que Harris entretenait à propos de ce fameux jeu Doom, il parlait de la fabrication de bombes artisanales. C'est tellement pas surveiller les forums. Là. Il peut se passer plein d'affaires là-dedans. On dirait qu'il y a trop de liberté. Excusez, je dis ça librement sur les ondes. Et tu as tout à fait raison. Et l'agent, qui était l'agent Michael Guerra, qui était un assistant du shérif du comté, avait demandé une perquisition possible à la maison de Harris parce qu'il croyait qu'il y avait peut-être des bombes qui étaient cachées là. Et puis l'affaire est tombée entre 2 chaises. On n'a pas donné suite à ça. Finalement est arrivée la fusillade de Columbine. Et crois-le ou non, après la fusillade de Columbine, quand au sein de l'équipe du shérif, on s'est dit ça c'est pas le même, ce gars-là, Eric Harris, c'est pas le même gars que l'un de nos agents avait demandé une enquête. Et quand on s'est aperçu de ça, crois-le ou non, on a fait disparaître les documents, on a même effacé les dossiers dans l'ordinateur de l'agent Michael Guerra pour qu'il n'y ait pas de traces de ça. L'imputabilité, Christian.
Voilà, pour pas que les policiers soient pointés du doigt en disant « Hey, voilà ce type-là, vous saviez que ce gars-là était dangereux, vous n'avez rien fait. » Donc bref, ces gens, ce matin-là, le matin du 20 avril, sont allés placer une bombe à 800 mètres de l'école. Ils ont placé 2 bombes dans la cafétéria. Et ce qu'ils espéraient, c'est que les bombes sautent. La première bombe devait être celle dans le champ pour attirer les policiers et les pompiers loin de l'école. Et le temps qu'ils seraient occupés à essayer d'éteindre ce feu, cet incendie déclenché par la bombe, il y aurait la bombe qui éclaterait dans l'école. Et quand les étudiants sortiraient de l'école, eux s'étaient placés de manière à pouvoir tirer sur les étudiants, un peu comme des tirs dans une foire, là, on tire sur des cibles. Mais bon, la bombe dans le champ a sauté, a mis le feu un peu, mais rapidement, les pompiers ont réussi à le maîtriser. Mais les 2 bombes qui étaient placées dans la cafétéria n'ont pas explosé. Alors, quand ils ont vu que les bombes n'explosaient pas, ils ont décidé de changer leur plan. Ils ont improvisé. Et là, avec des armes automatiques, ils sont entrés dans l'école. Ils se sont mis à tirer comme ça un peu au hasard sur les gens, avec le résultat 12 étudiants décédés et un professeur. Et ce qu'on va découvrir quand on va regarder le profil de nos 2 individus, on a des profils qui ressemblent un peu à Alexandre Bissonnette. Hein. Par exemple, on sait que Harris souffrait de dépression. Il entretenait des idées suicidaires, ce qui ressemble un peu à Alexandre Bissonnette. On sait d'ailleurs qu'au moment où il va commettre le crime à Columbine, il prenait du Zoloft et du Luvex, qui sont des antidépresseurs. Ouais. Bon, il y a des... Puis éventuellement, on va découvrir dans la liste des gens, par exemple, qu'ils vont publier sur Internet, qu'ils entretenaient une espèce de haine viscérale envers des individus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été un peu maltraités à l'école et ils avaient l'impression qu'il fallait qu'ils prennent leur revanche. Donc, on retrouve là des traits de caractère qui sont assez proches de ceux qu'on retrouve chez Alexandre Bissonnette. Et encore une fois, on peut comprendre que ça fait un climat ou un environnement qui est malsain, mais entre le fait que, encore une fois, je me répète, mais s'il fallait que tous les gens qui sont un peu malmenés ou qui sont un peu les têtes de turc dans les cours d'école se transforment soudainement en tueurs de masse, on aurait un sérieux problème. Donc, quelque part, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, je vais laisser ça aux experts, mais on peut quand même se croiser les doigts pour que d'un côté, des situations comme celle-là dans les cours d'école se produisent moins souvent. Qui sait, peut-être que l'introduction du vouvoiement du monsieur va ramener un peu d'ordre et un peu d'autorité dans les cours d'école. Et puis, espérons qu'un incident comme celui de la mosquée de Québec ne se reproduise pas non plus. Et surtout, faut surtout pas voir ça parce que moi j'ai des amis qui sont musulmans et non, les musulmans ne sont pas tous des terroristes en puissance. Non plus, c'est ça. Faut quand même faire la part des choses. Faut essayer de vaincre ces espèces de préjugés qui sont trop facilement entretenus sur les médias sociaux. Parce que, ça a effrité le sentiment d'unicité justement de la ville de Québec avec justement la mosquée. On a comme on a mentionné en début d'épisode, le monument commémoratif à côté de la mosquée aussi. À chaque triste 29 janvier de chaque année, depuis maintenant 8 ans, on se commémore le pire de l'humain, en fait. Il fallait en parler ensemble. Christian, je te remercie beaucoup. Et un point tel que tu en as consacré un chapitre et un segment dans Ennemi public numéro 1 aussi, si vous voulez voir des archives. Parfait, excellent, oui. Donc, espérons, encore une fois, il faut le répéter, un peu de tolérance, puis croisons-nous les doigts pour qu'un événement comme ça ne se reproduise pas. Merci beaucoup, M. Christian Page. Je vous vois pour la fin de l'épisode et je vous dis à lundi prochain. Merci. Mais absolument. Bonne semaine à toi.